Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Je suis ravie d'animer cette exploration aujourd'hui et comme d'habitude, je suis accompagnée de notre spécialiste. Bonjour tout le monde, et je suis vraiment ravi d'être là parce que les documents qu'on a épluchés aujourd'hui sont franchement fascinants. Ah, mais totalement. En fait, l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de décrypter une mécanique qui est complètement dingue. On va parler de la physiologie des chevaux. C'est ça, et plus précisément des chevaux de sport, à travers des notes cliniques et une transcription d'un cours de médecine vétérinaire hyper détaillé. Et la mission, c'est de rendre tout ça super accessible. Parce que on a souvent cette image en tête quand on parle d'un cheval, celle d'une ingénierie parfaite, presque indestructible. Ouais, c'est vrai. On associe instinctivement cette masse énorme à une sorte de robustesse à toute épreuve, quoi. Exactement. Quand on regarde un haltérophile ou une grosse machine de chantier, tout semble ancré, infaillible, mais là, en lisant ces notes cliniques, c'est le choc. La logique s'effondre totalement. Bah oui, parce qu'on parle d'un animal qui pèse allègrement une demi-tonne, qui incarne la puissance brute, mais dont l'équilibre repose sur une mécanique d'une fragilité vraiment déconcertante. C'est le paradoxe absolu. Un vrai colosse au pied d'argile pour le coup. Ou plutôt au dos et aux cellules d'argile, comme on va le voir. C'est ça qui rend leur réalité biologique si intéressante. Ça pousse vraiment les limites de la biomécanique. Du coup, on va explorer ça en trois grandes étapes. On va partir du très gros, l'échelle macro, avec les déchirures physiques, pour glisser vers un effet domino systémique avec la fonte musculaire. Et on finira par plonger dans l'infiniment petit, au niveau cellulaire, où il se livre une véritable guerre chimique. Tout un programme. Alors, pas besoin de tourner autour du pot, on va sauter directement dans le vif du sujet. Et le point de départ le plus évident, c'est le surmenage mécanique. Oui, quand la structure physique cède sous la pression, tout simplement. En médecine vétérinaire, c'est souvent la porte d'entrée des pathologies musculaires, ce qu'on appelle la distension musculaire. Attends, une distension, pour qu'on soit bien au clair, c'est quoi exactement? C'est juste une grosse courbature? Ah non, pas du tout. C'est un étirement qui dépasse largement l'élasticité naturelle de la fibre musculaire. Ça va jusqu'à la déchirure physique du tissu. C'est vraiment la structure intime du muscle qui se rompt. Aïe! Et les sources pointent une situation très spécifique pour illustrer ce stress extrême. C'est le saut d'obstacle. Et là, j'ai appris un truc de fou. Visuellement, on a l'impression que le cheval se tire vers le haut avec ses pattes avant et son cou. Et en fait, la réalité biomécanique est exactement C'est inverse. dingue. Bah oui, le véritable moteur, c'est le train postérieur. Toute l'énergie cinétique, toute la puissance pour arracher cette demi-tonne du sol, ça vient de l'arrière-main. Et c'est là que leur anatomie pose un défi colossal, non? Parce que cette force immense, elle doit bien traverser le reste du corps. C'est exactement ça. La force doit être transmise pour propulser l'animal vers l'avant et vers le haut. Et cette transmission, elle converge vers une zone charnière hyper précise, la zone lombo-sacrée. Donc la jonction entre le bas du dos et le bassin, en gros? Voilà, et le truc critique ici, c'est que c'est la partie de la colonne vertébrale la plus flexible de l'arrière-main. Et en biomécanique, la flexibilité, c'est souvent l'ennemi de la stabilité. C'est super logique. Vu qu'elle est mobile, c'est elle qui encaisse tout le stress du mouvement. Exactement. Et pour couronner le tout, au-dessus de cette même zone flexible, vient s'ajouter le poids du cavalier. D'accord. Alors pour essayer de visualiser ça, j'ai pensé à une analogie en lisant les notes. Imaginons que le dos du cheval, c'est le système de suspension d'un gros 4x4 ultra sophistiqué. Un 4x4 de l'extrême, ouais. Voilà un véhicule qui doit sauter au-dessus de ravins. Sauf que, sur le toit de ce 4 roues, on a sanglé un gros sac de sable hyper lourd qui bouge de manière imprévisible. Et ça, c'est le cavalier. C'est une excellente image. Et du coup, si au moment précis où le véhicule donne son impulsion maximale pour sauter, un des amortisseurs lâche sous le poids du sac de sable, Le châssis entier va se vriller, il va se tordre pour compenser le déséquilibre et éviter de se cracher. C'est la réaction clinique immédiate. et c'est là qu'intervient ce fameux muscle dont parlent les documents, le languissimus dorsi, c'est ça? Exactement. C'est le muscle le plus long et le plus puissant du dos. Quand il subit cette distension, la symétrie est instantanée et la douleur à la palpation est fulgurante. Et donc, le cheval, tout comme le châssis, notre 4 roues endommagé, va se tordre pour compenser. Oui, il adopte spontanément ce qu'on appelle une posture antalgique. Il se voûte excessivement ou à l'inverse, il creuse le dos de façon anormale. Le seul but, c'est de fuir la douleur et de relâcher la tension sur les fibres déchirées. Mais c'est là qu'on tombe sur un truc qui m'a complètement sidéré, c'est presque une aberration évolutive. Si moi, je me fais un tour de rein, mon premier réflexe, ça va être de m'étirer. Oui, on essaye tous d'allonger la colonne pour décoincer la zone.
Bah voilà. Sauf que le cheval, lui, d'après les sources, en est physiquement incapable. Il ne peut pas étirer sa propre colonne vertébrale pour se soulager. Comment la nature a pu rater un truc pareil sur un animal aussi puissant? C'est pas vraiment un défaut de conception en fait, c'est plutôt un compromis de l'évolution. Ah bon? Comment ça? Pour pouvoir courir à des vitesses extrêmes et surtout supporter le poids de ses propres organes internes, qui sont littéralement suspendus sous sa colonne, le cheval a développé une colonne extrêmement rigide. Ah, donc c'est fait exprès pour que le ventre ne touche pas par terre quand il galope, en gros. C'est un peu l'idée. C'est maintenu par des ligaments d'une tension phénoménale. C'est vital pour sa survie à l'état sauvage. Mais le revers de la médaille, c'est cette incapacité mécanique à se fléchir volontairement pour s'étirer. Et donc, une fois que le spasme musculaire s'installe, il est coincé. Prisonnier de sa propre armure, oui. Il reste bloqué dans cette posture de compensation. Le pauvre. Du coup, il a atrocement mal et il peut pas se décoincer. Logiquement, il arrête de bouger. Et on se dirait naïvement que le repos, c'est super, ça va le guérir. Sauf que nos textes cliniques montrent bien que non. L'immobilité forcée, c'est pas juste un inconfort temporaire. Ça envoie un signal de détresse majeur à tout l'organisme. C'est la fameuse deuxième étape de notre exploration, l'effet domino. Le moment où un problème mécanique se transforme en défaillance systémique. Voilà. Et ça, c'est le début de l'atrophie musculaire. La perte de masse musculaire. Mais ce qui est effrayant ici, c'est la vitesse à laquelle ça opère. Et les multiples causes derrière ça. Oui, on commence par ce qu'ils appellent l'atrophie de non-usage. Le muscle fond tout simplement parce qu'il ne sert plus. Exactement. Prenons une lésion très douloureuse, genre une fracture du bassin. Le cheval refuse de poser sa patte. En un temps record, les vétérinaires décrivent des asymétries visuelles frappantes. Ah ouais, du style, un côté avec un fessier hyper puissant et rebondi, et de l'autre côté, plus rien. C'est ça, le muscle devient complètement plat, tout flasque. Mais ça, c'est la cause la plus évidente. Alors attends, arrête-moi tout de suite parce qu'il y a un détail dans le cours vétérinaire qui m'a fait bondir de ma chaise. On imagine toujours l'atrophie comme un processus super lent, genre un vieux bâtiment qui s'écroule sur des années. Oui, c'est l'image classique qu'on a en tête. Sauf que les notes stipulent clairement qu'en cas de malnutrition, par exemple un manque de protéines, un cheval peut perdre jusqu'à 50% de sa masse musculaire dans les tout premiers mois. 50%. Oui, la moitié. Mais comment c'est physiquement possible? La matière s'évapore pas. Comment un organisme peut perdre la moitié de ses muscles aussi vite? Le terme exact que tu pourrais utiliser, c'est le cannibalisme. Le corps se cannibalise lui-même. C'est hyper glauque. Un peu, ouais. En fait, il faut bien comprendre que le tissu musculaire, c'est un luxe métabolique. Ça coûte extrêmement cher à entretenir en énergie et en acides aminés. Donc s'il y a une pénurie de protéines, le corps doit faire un choix. Exactement, un choix de survie. Il va taper dans son plus grand réservoir d'acides aminés, c'est-à-dire ses propres muscles. Il décompose les fibres pour récupérer les briques de base et maintenir le cœur, les poumons, le foie. Waouh! Le muscle est littéralement digéré de l'intérieur pour sauver les organes vitaux. C'est tout à fait ça. Et le pire, c'est que cette famine musculaire ne vient pas toujours d'une mangeoire vide. Le cheval peut manger à sa faim, mais subir le même sort. Oui, les sources insistent énormément sur les problèmes métaboliques et surtout le syndrome de Cushing. Mais comment une maladie peut affamer un muscle si l'animal mange normalement? Alors, le syndrome de Cushing, c'est un dérèglement hormonal lié à l'hypophyse. Et ça agit comme un barrage invisible. Ça provoque une surproduction de cortisol, la fameuse hormone du stress. D'accord. Et ce cortisol, il fait quoi au juste fin? Eh bien, un taux anormalement élevé de cortisol altère complètement la façon dont le corps gère les nutriments. Le cheval ingère des protéines, elles passent dans le sang, mais le cortisol bloque leur assimilation par les cellules musculaires. C'est terrible. Donc les matériaux de construction circulent juste devant le chantier, mais les portes sont verrouillées. C'est une super métaphore. Et le résultat, malgré la nourriture, le muscle s'autodétruit parce qu'il ne peut pas se renouveler. Donc on a ce barrage hormonal, mais les textes parlent aussi de cas où le corps se trompe purement et simplement de cible. Genre la myopathie à médiation immunitaire. Dit très spécifique qui frappe notamment les quarter source. Là, on n'est plus dans la privation, on est dans l'auto-sabotage, non? Totalement. C'est une maladie auto-immune. Le système de défense du cheval, qui est censé le protéger, identifie soudainement ses propres fibres musculaires comme des ennemis mortels. Il lance une attaque ciblée. C'est fou de se dire que son propre corps détruit le muscle qu'il devrait protéger. Ce qui nous amène à l'ultime stade de cette destruction, l'inflammation extrême. L'inflammation poussée à son paroxysme, oui. Les cliniciens parlent de myosite,
qui est déjà une inflammation très sévère. Mais surtout, il mentionne un terme qui fait vraiment froid dans le dos, la rhabdomyolyse. C'est quoi la différence entre une grosse myosite et une rhabdomyolyse? La différence, elle se joue au niveau de l'intégrité de la cellule elle-même. Dans une rhabdomyolyse, c'est pas juste un muscle gonflé. La pression interne et le stress sont si intenses que les membranes des fibres cèdent. Attends, tu veux dire que les cellules explosent? Physiquement, oui. Elles explosent de l'intérieur et en se rompant, elles déversent tout leur contenu dans le sang. Notamment cette fameuse protéine dont parlait Note, la myoglobine, c'est ça? Exactement. Et le problème de la myoglobine dans le sang, c'est que c'est extrêmement toxique pour les reins. Et la douleur de ces micro-explosions en chaîne est tellement insoutenable que le cheval se tétanise complètement. Ce qui boucle notre boucle cauchemardesque. La douleur foudroyante provoque l'immobilité totale, cette immobilité accélère l'atrophie et le muscle fond comme neige au soleil. C'est un cercle vicieux implacable. Et pourtant, on n'a pas encore touché le fond. On est parti d'une mauvaise réception à l'obstacle, on est passé par des dysfonctionnements hormonaux, mais les sources nous emmènent encore plus loin, dans l'infiniment petit. Oui, on quitte le tissu pour plonger dans la cellule elle-même. C'est la véritable salle des machines. Et là-dedans, c'est une guerre chimique silencieuse et permanente. C'est ça qui est dingue. Jusqu'ici, on a parlé de gros traumas ou de maladies lourdes. Mais là, les cliniciens révèlent qu'une simple petite carence alimentaire peut provoquer une fonte musculaire spectaculaire. Absolument. Et le déclencheur de cette catastrophe peut être un événement que n'importe quel propriétaire trouve banal. Un simple voyage en van, c'est le truc le plus ouf de ces documents. Mais avant de parler du van, posons les bases de cette guerre chimique. Les sources parlent de deux éléments nutritionnels fondamentaux, la vitamine E et le sélénium. Oui. Et dans la littérature vétérinaire, leur absence, c'est pas juste « Oh, il manque de peps ». C'est carrément classé parmi les causes de maladies dégénératives musculaires profondes. Alors, c'est quoi leur rôle exact au cœur de cette mécanique cellulaire? Ce sont les gardiens de l'intégrité de la cellule, de très puissants antioxydants. Et ils travaillent en équipe avec une enzyme au nom un peu complexe, la glutathion peroxydase. Voilà, ça c'est un nom pour le Scrabble. Mais en gros, leur mission, c'est quoi? Leur mission commune, c'est de gérer les déchets toxiques générés par la cellule. Parce que quand un muscle travaille pour produire de l'énergie, ça crée des sous-produits dangereux. Ce qu'ils appellent les peroxydes ou radicaux libres dans les notes. C'est un peu abstrait, du coup, j'ai une autre analogie en tête. Dis-moi si ça marche. Vas-y, tes analogies sont toujours parlantes. Ok, imaginons que chaque cellule musculaire, c'est une immense usine métallurgique qui tourne à plein régime. Logiquement, ça génère des gaz d'échappement hyper toxiques à l'intérieur du bâtiment. Et ces gaz toxiques, ce sont nos fameux peroxydes. C'est parfait. Donc la vitamine E, le sélénium et notre enzyme au nom imprononçable, ce serait en fait le système de ventilation dernier cri de l'usine. C'est exactement ça. Ils aspirent ces gaz toxiques, les neutralisent chimiquement et les évacuent avant qu'ils n'attaquent la structure même de l'usine. Et dans une cellule, les murs de l'usine, ce sont les membranes cellulaires. Oui, des membranes composées de lipides, donc de graisse. Or, les peroxydes adorent attaquer les lipides. C'est la peroxydation lipidique. Donc, si je suis la logique, s'il y a une carence en vitamine E et en sélénium, le système de ventilation tombe en panne, l'usine continue de tourner, les gaz s'accumulent. Et les murs s'effondrent. Les radicaux libres détruisent la membrane. La cellule ne parvient plus à retenir son contenu. Et c'est là qu'on trouve ce vocabulaire super cru dans les notes cliniques. Ils disent que la cellule musculaire se liquéfie. C'est un terme glaçant, oui, mais cliniquement, c'est la réalité. On imagine vraiment le tissu se transformer en bouillie juste parce qu'il manque une vitamine et un oligo-élément? C'est terrifiant. Les conséquences sont dévastatrices et super rapides. Dommages cellulaires, fatigue extrême, perte d'appétit foudroyante. L'animal n'a plus l'énergie de soutenir son propre métabolisme. Et ça nous amène directement à cette étude de cas mentionnée dans le cours, qui relie cette guerre chimique à notre fameux voyage en van, la fièvre du transport. Ou fièvre del embarque dans les textes originaux en espagnol. C'est fascinant. Franchement, de l'extérieur, ça n'a aucun sens. Un cheval dans un van, il est inactif. Il galope pas, il saute pas. Il est juste debout dans une boîte. Pourquoi un trajet sur l'autoroute déclencherait une crise qui lui liquéfie les muscles en forme ? Parce que cette immobilité apparente, c'est une illusion totale. La réalité biomécanique, c'est que pour un cheval, voyager, c'est courir un marathon. Ah ouais? Juste en restant debout. Bah oui! Le véhicule accélère, freine, prend des virages.
Le cheval a un centre de gravité très haut, perché sur des jambes toutes fines. Pour ne pas tomber, il procède à des micro-ajustements permanents. C'est vrai que vu comme ça, c'est comme essayer de rester debout dans un métro qui secoue, mais pendant des heures. Exactement. Il contracte constamment ses muscles stabilisateurs de manière isométrique. C'est un effort musculaire continu et intense. Et sans oublier le stress psychologique. Le bruit, l'enfermement, le fait de ne pas pouvoir fuir. Bien sûr. Le stress fait grimper le rythme cardiaque, donc on a un effort extrême masqué couplé à un stress aigu. Les usines cellulaires tournent en sur-régime absolu. Et la production de déchets toxiques explose. Voilà. Et ce sur-régime consomme frénétiquement toutes les réserves d'antioxydants de l'organisme. En quelques heures de route, les stocks de vitamine E et de sélénium sont complètement épuisés. C'est la panne de ventilation en plein pic de production de gaz toxiques, pour reprendre notre usine. Exactement. Le système de défense s'effondre, les peroxydes envahissent tout et déclenchent des épisodes foudroyants de destruction musculaire. Donc le muscle se liquéfie, non pas parce qu'il a pris un coup, mais juste parce qu'il a voyagé trop longtemps sans avoir les réserves pour éteindre cet incendie chimique. C'est fou à quel point ça résonne avec la nutrition sportive humaine. Ah bah les antioxydants, la récupération, le stress oxydatif, c'est les mêmes principes. Sauf qu'ici, on observe la version catastrophe immédiate. La machine biologique est tellement poussée à l'extrême chez le cheval que ça agit comme une loupe grossissante sur des mécanismes que l'on partage. Tout à fait. C'est ce qui rend l'étude de leur physiologie si pertinente, même au-delà du domaine vétérinaire. Alors si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de décortiquer, c'est étourdissant. On est parti d'une vision mécanique brute, le saut, la charnière du dos qui plie sous la pression du cavalier. Ensuite, on a vu comment ce traumatisme crée une douleur qui fige l'animal, déclenchant l'atrophie et l'effet domino. Amplifié par des barrages métaboliques comme le Cushing, pour finir dans ce champ de bataille microscopique où le manque d'une vitamine laisse les cellules se liquéfier. Tout est intimement connecté. Le stress mécanique engendre une réponse biochimique et inversement. On ne peut vraiment pas séparer le macro du micro. C'est super clair. Et ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice qui me trotte dans la tête depuis qu'on a préparé cette émission. Je t'écoute, dis-moi. On vient de voir, preuve clinique à l'appui, que le stress physique d'un simple trajet en van, juste le besoin de se stabiliser dans une petite boîte, suffit à carboniser leur défense et à dissoudre leurs muscles de l'intérieur. Oui, la fièvre du transport est une réalité clinique indéniable. Alors, la question que je me pose, c'est la suivante. Si un événement temporaire de quelques heures cause de tels ravages cellulaires, quel est l'impact de l'environnement moderne qu'on impose à ces animaux au quotidien ? Tu penses aux conditions d'hébergement, j'imagine ? Exactement. Beaucoup de chevaux de sport vivent isolés dans des boxes de 3 mètres sur 3, presque toute la journée. Sans contacts sociaux, sans la liberté de mouvement continue pour laquelle ils ont évolué. C'est un environnement très éloigné de leurs besoins naturels, oui. Du coup, on peut légitimement se demander comment ce stress environnemental chronique, cette privation de mouvement, modifie secrètement leur biochimie sur le long terme. C'est une excellente question. Même quand on les regarde dans leur écurie, bien à l'abri, immobiles et apparemment en sécurité, est-ce que leurs cellules ne sont pas en train de mener cette même guerre chimique épuisante, mais à feu doux ? C'est tout à fait plausible. Le stress d'isolement produit du cortisol, ce qui, comme on l'a vu, modifie le métabolisme. Voilà. Si l'immobilité apparente d'un veau cache une hyperactivité destructrice, quel est le véritable fardeau cellulaire d'une vie entière en captivité ? C'est le prix silencieux que payent ces géants de sport, bien au-delà des pistes d'obstacles. C'est une réflexion profonde, qui remet vraiment en perspective notre rapport à ces athlètes. Eh bien, je pense que ça laisse beaucoup de matière à réflexion pour tout le monde. C'était une exploration fascinante. Merci de nous avoir éclairés sur toute cette complexité médicale. Avec grand plaisir, le sujet s'y prêtait parfaitement. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sources. Prenez soin de vous.